La gestion de problèmes interactionnels, donc c'est le sujet qui va être abordé. La raison en est que les êtres humains, que ce soit les individus ou les collectivités, sont confrontés tôt ou tard à des problèmes dans leurs interactions, c'est-à-dire dans leurs relations avec les gens. Et ce qui arrive, c'est que la nature des êtres humains étant différente, et que même chose par rapport à des collectivités, donc en des individus, des collectifs ou des collectifs par rapport à d'autres collectifs. Donc les divergences qui existent, eh bien c'est sur ces points-là que peut y avoir par la suite des polarisations puis des problèmes qui se créent, des tensions. Et pour moi, les problèmes font partie inhérente de la réalité parce que la minute qu'il y a deux êtres humains qui se rencontrent, la minute qu'il y a des divergences, et les divergences peuvent amener des tensions et des conflits là, naturellement. Et même chose pour des collectivités entre elles, et ainsi de suite. D'où la pertinence, à mon avis, d'étudier la gestion de problèmes interactionnels. Et en lien avec ça, j'ai étudié en particulier une approche, s'il y en a qui s'intéressent, c'est celle psychosociologique interactionniste stratégique. En relation avec cette dernière, il y a Yvon Pépin, qui est un Québécois, qui a écrit un livre qui s'intitule Intervention psychosociale, perspective interactionniste stratégique. Donc là, c'est des termes un petit peu techniques, j'en conviens, mais je vais prendre le temps de les définir et de les aborder. Et comme c'est une approche qui permet d'explorer la réalité en fonction de certains concepts qui est intéressante, donc pour faire une lecture de certaines interactions entre des êtres humains, dans l'optique d'être capable de tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire améliorer son sort, faire face aux différentes influences, ben moi, à mon avis, ça vaut la peine de s'y attarder. Et c'est la raison pour laquelle je le fais avec vous dans le cadre de cette capsule audio. Donc, l'approche psychosociale, psychosociale, c'est en relation avec des variables qui se rapportent à la psychologie, à l'individu, mais en même temps sociale parce que ça touche des groupes, des collectifs. Donc, c'est une approche qui sert à aborder les éléments sur les deux plans. Donc, entre les individus, puis entre les individus et les collectivités ou les collectivités entre elles. Donc, toute interaction humaine peut être abordée dans cette perspective. Ensuite, interactionniste, parce qu'elle met l'emphase sur les interactions, c'est-à-dire les comportements qu'ont les gens par rapport à d'autres, leurs relations, leur inter-influence, comment ils vont s'influencer l'un l'autre, et aussi les rapports de force. Et c'est une perspective qui est stratégique parce qu'elle vise, en fonction de l'étude, de l'observation, de l'interrelation entre les gens, à amener ceux qui en font l'étude à faire des stratégies pour être capable d'influencer les autres pour atteindre leur objectif en fonction de leur agenda. Donc, les stratégies, si on regarde le domaine de la politique, bien, on va voir des stratèges politiques qui vont chercher à influencer, par exemple, des gens de la population pour les amener à un certain discours à adhérer. Donc, créer de l'adhésion sociale, donc le consentement social à certaines mesures qui, autrement, sans leur influence, entre autres médiatique, les gens n'adhéreraient pas. Donc, ce que je vous invite aujourd'hui, pour les gens qui ont envie d'explorer cette approche, eh bien, c'est d'en venir à comprendre des concepts de base si rapportants qui vont être utiles par la suite pour avoir une vision renouvelée des interactions que vous pouvez avoir avec les gens de l'environnement, mais aussi des interactions que vous pouvez voir entre des gens dans les médias. Et présentement, l'un de mes intérêts, c'est de faire une lecture psychosociale interactionniste stratégique de qu'est-ce qui se passe entre, par exemple, les gens du gouvernement du Québec qui cherchent à amener les gens de la population à se faire injecter de plus en plus, et aussi les gens qui résistent par rapport à ça et s'y opposent, et de voir la dynamique interactive entre les deux. C'est très intéressant à étudier et ça dure depuis plusieurs mois.
Et ça, c'est un phénomène interactionnel au niveau collectif à étudier, mais on peut étudier d'autres phénomènes interactionnels, comme par exemple la relation de couple entre un homme et une femme. Ça peut être deux hommes aussi, là, peu importe. Mais ça peut être étudier la dynamique des membres d'une famille, ça peut être étudier la dynamique interactive qui occure entre des employés d'une entreprise, ensuite étudier la dynamique aussi que les gens peuvent avoir dans leurs relations d'amitié, ainsi de suite. Bref, la minute que des interactions entre des êtres humains et la minute qu'on peut faire une lecture de la dynamique interactive entre eux. D'où l'intérêt de l'approche qui est passe-partout, qui peut s'appliquer à plein de choses et qui a une grande polyvalence pour appréhender le phénomène humain. Donc, le côté stratégique de l'approche vise à amener à la personne qui en fait usage, bien entendu, d'améliorer son sort, son quotidien, puis d'influencer les autres dans son sens. Bien entendu, les gens vont entendre parler de ça, puis ils vont dire « c'est de la manipulation ». Oui. C'est, dans un sens, de la manipulation. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la minute qu'une personne interagit avec un autre, elle l'influence. Donc, elle manipule, puis même de ne pas vouloir influencer l'autre, dans un sens, peut implicitement l'influencer. Donc, quelqu'un va dire « je vais m'abstenir de parler, de me prononcer sur un sujet », pour pas influencer une autre personne dans sa prise de décision. Or, le fait que la personne ne parle pas peut amener la personne qui a à prendre une décision à ressentir un état d'inquiétude, vu que l'autre ne veut pas se prononcer, donc ça ne l'inspire pas confiance dans certains cas. Donc, il peut y avoir différents impacts à agir ou ne pas agir. Le simple fait d'agir ou ne pas agir a une incidence sur qu'est-ce qui se passe dans la dynamique interrationnelle entre des gens. Et ça, c'est quelque chose de particulier à étudier. Une des bases de l'approche psychosociale interactionniste stratégique, c'est que les problèmes qui vont exister entre des êtres humains sont le fruit de construction. Donc, les problèmes n'existent pas en soi, mais les problèmes existent de par les êtres humains qui les constituent, de par de par leur subjectivité, se représentent comme étant des problèmes. Donc, c'est subtil, parce que c'est une approche qui réside sur une épistémologie constructiviste, donc un terme technique pour dire une vision du monde qui est constructiviste, ce qui est très différent d'une vision du monde positiviste. D'ailleurs, j'avais fait une capsule pour vraiment distinguer les deux, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne de YouTube, donc constructivisme versus positivisme. Je ne vais pas reprendre tout le propos de la capsule pour vraiment aborder en détail la distinction, mais bref, tout simplement vous dire qu'une vision du monde qui est constructiviste, c'est que la réalité n'existe pas en soi, mais par soi. Donc, sans personne pour percevoir le monde n'existe pas. Donc, le monde est constitué de représentations qui proviennent de la conscience et tout est subjectivité. Tandis qu'une perspective positiviste, au contraire, le monde existe en soi et qu'il y ait des gens ou non pour percevoir le monde existe pareil et le monde existe d'une manière objective. Donc, comme il existe en soi. Donc, c'est quelque chose de différent de celui qui le perçoit. Totalement. Il y a une séparation entre les deux qui permet de croire qu'on peut atteindre l'objectivité, alors que dans une perspective constructiviste, c'est impossible d'atteindre une objectivité dans un sens absolu, parce que tout est relatif en fonction de celui qui le perçoit. Donc, ses valeurs, ses croyances, ses coutumes, qui vont teinter ses perceptions de la réalité qu'il va se donner à percevoir par la suite. Donc, tout ça pour dire que la perspective constructiviste amène à appréhender des problèmes entre les êtres humains comme étant des constructions, donc des représentations. Et la réalité, c'est un consensus intersubjectif, donc entre plusieurs subjectivités qui donnent une forme de consentement à certains éléments. Et ça se construit d'une manière arbitraire, à partir des mots, de symboles qui sont partagés et reconnus par une collectivité auxquels ces derniers vont donner du sens, de la valeur. Mais pour en revenir à l'approche interactionniste stratégique, bien, dans cette perspective, les problèmes ne sont pas personnels.
Et il faut éviter de mettre des étiquettes et de croire qu'un individu ou quelque chose ou un groupe est un problème en soi. Donc, autrement dit, c'est une approche qui vise à regarder les étiquettes comme étant des formes et qu'on donne. Et par exemple, on va dire, bon, quelqu'un est agressif. Donc, si on dit quelqu'un est agressif, qui est mauvais en soi, bon, ben, il n'y a rien à faire avec lui d'une perspective positiviste où, bon, ben, la personne elle a un problème, donc on peut pas, où on est insatisfait de son comportement, bon, ben, si elle est intrinsèquement mauvaise, bon, le comportement ne peut pas changer, donc il n'y a rien à faire, ça nous amène dans une zone d'impuissance. Tandis que dans la perspective constructiviste, c'est de dire, bon, la personne est ni mauvaise ni bonne en soi, mais elle manifeste tel comportement ponctuel dans tel contexte. Donc, qu'est-ce qui peut être fait pour amener un changement advenant que le comportement nous amène à vivre plus de souffrance que de plaisir. Donc, si on a à agir dessus, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener une modification comportementale advenant le cas? Donc, c'est de voir la pertinence ou non d'agir en ce sens-là. Mais ici, le problème est conceptualisé en fonction d'un élément d'interaction. Et dans cette perspective-là, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir du pouvoir d'agir sur le problème parce qu'on peut agir sur des interactions, des comportements qu'on peut avoir avec des gens de notre environnement ou des collectifs. Donc, s'il y a une personne qui nous pose concrètement un problème par rapport à un comportement, bon, ben, c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme comportement pour amener un changement au sein de la personne, advenant qu'on veut apporter un changement où on n'agit pas. C'est sûr qu'on a évalué si on agit ou on n'agit pas en fonction de qu'est-ce qu'on perçoit de la personne, en fonction de l'impact qu'on évalue du comportement d'elle sur nous en lien avec notre subjectivité, et ainsi de suite. Donc, ce qui empêche la raison de problème dans les interactions qui la bloquent, c'est d'appréhender la réalité avec des étiquettes figées qui sont psychologisantes, sociologisantes et moralisantes. Bon, des termes un petit peu techniques, psychologisantes, ben, comme je l'expliquais tantôt, tu dis à quelqu'un, ah, lui, c'est quelqu'un qui est dans la dérive sectaire, bien, en disant ça, ben, c'est comme il n'y a rien à faire avec lui. Ensuite, socialiser, ben, c'est d'attribuer des torts à un système politique en disant, bon, ben, le modèle de la social-démocratie québécoise, bien, il n'y a rien à faire avec ça. Le réseau de la santé ici au Québec, il n'y a rien à faire avec ça. C'est un système qui ne fonctionne pas. Ça fait 20 ans que ça ne fonctionne pas. Puis, avoir une vision défaitiste. Ensuite, éviter de moraliser, ben, dire à des gens qui sont les mauvais, puis souvent quand les gens disent ça, ben, ils se représentent eux comme étant les bons. Donc, de croire que des gens qui sont intrinsèquement mauvais ou intrinsèquement bons, ça amène les gens à être figés dans des structures. Puis ça amène un état d'impuissance, comme les gens vont dire, ah, ben, les politiciens sont corrompus. Et puis, il n'y a rien à faire avec eux. C'est depuis que le monde est monde, les politiciens sont corrompus. Bon, ben, si on fait une lecture comme ça peut amener un sentiment extrêmement défaitiste si on les représente systématiquement comme étant corrompus. Alors que si on voit les êtres humains, oui, ils ont des politiciens, ils ont des travers, mais ça ne veut pas dire nécessairement que le pouvoir corrompt absolument. Donc, il y a façon de les influencer et de les amener dans certaines directions. Puis un rapport de force peut être fait et en lien avec eux. Donc, autrement dit, ce qui est intéressant de voir, c'est les stratégies qui peuvent être mises en place par rapport à des individus, par rapport à des collectivités. Et pour être capable de mettre en place des stratégies, ben, c'est d'être capable de concevoir les éléments qui nous amènent la souffrance, qui nous posent problème sur le plan de l'interaction, plutôt que de se représenter des problèmes avec des étiquettes intangibles, abstraites, sur lesquelles on ne peut pas avoir d'emprise. Donc, autrement dit, la façon qu'est faite les choses, c'est dans la société, c'est que souvent,
On va voir, par exemple, les membres des médias se représenter certaines personnes qui n'adhèrent pas à leur discours, qui vont être dénigrées par eux. Donc, c'est sûr, en période de crise sanitaire, les gens qui n'adhèrent pas au discours officiel sont dépeints par les médias de masse comme étant des complotistes, des gens qui sont idiots, des gens qui sont dangereux, des gens qui sont irresponsables également, des gens qui sont récalcitrants aux mesures. Donc, des gens, on va utiliser plein d'étiquettes pour les diaboliser. Et de faire ça, ce que ça a pour impact, quand on étudie la dynamique interactive entre les médias et les gens opposés aux mesures, ben ça dit implicitement que ces gens-là sont mauvais, puis les médias qui les dénoncent se présentent comme étant des sauveurs. Et eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils induisent dans l'esprit des gens que les gens qui n'adhèrent pas au discours officiel sont les bourreaux. Donc, c'est des gens qui sont mauvais. Donc, d'une perspective moralisatrice qui crée un clivage, un effet de polarisation, eh bien, les boucs émissaires de la société sont désignés par les médias de masse qui cherchent à influencer les gens par rapport à ceux qui n'adhèrent pas. Puis eux autres se présentent comme étant les gardiens de la justice sociale, du bien, qui sont les sauveurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce jeu-là, la dynamique interactive, c'est que pour qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait aussi une victime puis un sauveur. Puis il y a d'autres variables aussi là, qu'on pourrait rajouter dans la dynamique parce que c'est complexe. Mais tout ça pour vous dire que les jeux d'influence sociale, ce qui est intéressant d'étudier, c'est qu'au niveau collectif, c'est que c'est souvent l'opinion publique qu'on cherche à rallier dans une direction ou une autre pour créer un phénomène d'acceptabilité sociale par rapport à quelque chose. Par exemple, à des mesures de contrôle social et amener les gens à adhérer par rapport à ça, donc adhérer à certaines mesures et à ce moment-là, en désapprouvant les gens qui ne vont pas dans ce sens-là ou qui s'y rebellent. Donc, c'est de regarder les rapports d'influence. C'est sûr que la période présentement est propice là, par rapport à ça. Donc, dans le sens qu'on regarde qu'est-ce qui se passe entre le gouvernement du Québec qui cherche à influencer l'ensemble de la population québécoise avec une campagne d'injection massive pour amener toute la population progressivement à se faire injecter. Et il y en a d'autres qui s'y opposent. Et là, c'est de regarder la dynamique entre les deux, puis les techniques de manipulation dans un sens, puis dans un autre. Donc, pour regarder la dynamique interactive, ben, c'est de regarder les faits concrets au niveau des actions qui sont posées. Donc, le gouvernement va dire à des gens, ben, faites-vous injecter, vous allez avoir un hot dog. Et il y a des gens qui vont adhérer, puis il y en a d'autres qui adhéreront pas. Ensuite, faites-vous injecter, vous pouvez gagner des chances de gagner de la loterie. Donc, c'est ce qu'il y a eu au Québec, là, dans le coin du mois d'août de l'année 2021 que j'ai observé. Donc, on est toujours dans la stratégie de la carotte, c'est-à-dire faire miroiter un avantage si les gens se font injecter. Donc, le nanan, le cadeau. Donc, ça, c'est une stratégie pour essayer de rallier des gens. Ensuite, ben, c'est sûr qu'on a dit, ben, faites-vous injecter, puis ça, c'est depuis le début, là, pour faire face à la menace du virus, donc la peur de la mort, entre autres, la peur de mourir d'un virus qui a été amené. Ensuite, c'est sûr que, bon, après la carotte, bien, il y a eu des mesures plus coercitives en disant, ben là, si vous ne faites pas injecter, ben vous allez perdre certains droits. Qui deviennent à ce moment-là des privilèges qui sont réservés aux gens qui ont le passeport injectable. Donc, c'est une technique de manipulation qui est utilisée par le gouvernement en disant, ben, allez dans notre direction, sinon, progressivement, vous allez être dépouillé de vos différents droits d'avant-crise qui, suite à la mise en place des mesures d'urgence, deviennent maintenant des privilèges. Donc, c'est une technique d'influence. Donc, progressivement, on met en place un passeport. Au début, c'était pour les salles d'entraînement, le cinéma.
Et avec les restaurants aussi, puis avec le temps, ça s'élargit. Finalement, c'est les lieux de culte, comme par exemple se rendre à l'église, ça prend un passeport. Ensuite, c'est les magasins de grande surface, donc les magasins ayant 1500 mètres carrés et plus, ça prend un passeport. Donc, le but de cette stratégie-là d'influence, c'est d'amener les gens naturellement à se faire injecter. Ensuite, l'une des stratégies qui a été utilisée, eh bien, ça a été de menacer les gens de payer un impôt pour les non-injectés. Mais finalement, ce qui est arrivé, c'est que des gens, lorsque ça a été annoncé dans les jours qui ont suivi, en fait, dans le rapport de force, puis c'est ça qui est intéressant de regarder entre ceux qui, dans le fond, cherchent à influencer la population pour se faire injecter, puis ceux, au contraire, qui s'y opposent à ces mesures d'influence, puis de regarder la boucle de rétroaction entre les deux instances, c'est que d'un côté, le gouvernement a dit, là, vous allez avoir un impôt à payer, puis il y a des gens qui étaient opposés à ça, et beaucoup dans les médias, il y a eu il y a eu plusieurs personnes dans les médias qui étaient plutôt opposées au niveau politique par rapport à l'impôt qui se rattachait aux non-injectés. Comme il n'y avait pas un consensus, puis aussi, il y a des gens qui ont dit, là, il y avait comme un ras-le-bas de la population, des gens qui ont manifesté à Québec là, en opposition aux mesures, aussi à Ottawa. Tout ça a mis une pression sociale dans le rapport de force entre le gouvernement et ceux qui s'opposent aux mesures pour faire en sorte que le gouvernement a reculé. Donc, finalement, il n'y aura pas d'impôt par rapport aux non-injectés. Certaines personnes vont dire c'est une forme de repli stratégique pour en venir par la suite avec d'autres mesures, chose qui est très possible. Il y en a qui ont dit c'était un calcul politique, un peu comme Éric Duhem qui disait que c'était un bluff du gouvernement et que le gouvernement du Québec n'était pas sérieusement là, impliqué pour aller de l'avant avec cette mesure-là parce que ça serait complexe à mettre en application, donc un impôt spécial pour les non-injectés. C'était de voir la constitutionnalité de la mesure par rapport à l'universalité des soins de santé au Canada, par rapport à certaines lois, par rapport à certaines règles, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, le but de la stratégie, ne serait-ce que c'est du bluff, c'est d'influencer certaines personnes qui n'étaient pas injectés parce qu'ils auraient peur d'avoir un impôt à payer spécial pour les amener à se conformer à la mesure en phase d'implantation au moment où est fait cet enregistrement. Donc, si eux autres, ça leur a permis d'aller chercher des parts de marché de gens non injectés, donc augmenter à ce moment-là le pourcentage de gens injectés, la stratégie, dans un sens, est efficace. Par contre, la stratégie peut avoir des effets qui sont imprévisibles. Dans le sens que non seulement les gens ne vont pas se soumettre massivement à cette dernière, mais au contraire, ça peut amener des gens à se révolter davantage par rapport aux mesures et d'avoir le goût de les dénoncer sur les médias sociaux, voire de faire des manifestations. Donc, il y a des gens qui peuvent se sentir, dans le fond, confirmés dans la volonté que le gouvernement exagère avec les mesures, avec l'imposition d'un impôt aux non-injectés, un peu comme la cerise sur le sundae, la goutte qui fait déborder le vase. Donc, il y a des gens qui peuvent voir ça. Puis au lieu d'amener un conformisme social, la mesure a pour effet pervers et non voulu, indésiré de ceux qui l'ont mis en place, de galvaniser les manifestants. Donc, d'amener les manifestants opposés à la mesure en gagnant en persévérance, au lieu de les dissuader. Donc, des fois, les mesures ont des effets paradoxaux dans le sens qu'ils visent à amener les gens à se confirmer quelque chose, mais si les gens réagissent d'une manière imprévue, ça se peut qu'il y ait des gens qui se rebellent davantage par rapport aux mesures. Et là, il y a plusieurs niveaux d'analyse qu'on peut faire. C'est-à-dire, il y a le niveau du calcul politique, dans le sens que si on prend par exemple une négociation, d'ailleurs au niveau de la dynamique interactive, c'est un phénomène très intéressant à étudier qui peut être fait entre un employeur
et également le syndicat d'une entreprise. Bon, ben c'est sûr que souvent, ce qui arrive, c'est que l'employeur d'une entreprise, ben lui, il veut faire en sorte que les actionnaires aient un maximum de profit. Puis le syndicat, ben s'il défend les employés, veut améliorer leurs conditions de travail, leurs conventions collectives, leurs journées de congé, leurs fonds de pension et, bien entendu, leur salaire. Donc, la dynamique interactive peut faire en sorte que, par exemple, les membres d'un syndicat décident de faire la grève ou de faire une manifestation pour demander une augmentation du salaire, bon, à cause que l'inflation dans la société est galopante et ainsi de suite. Donc, des membres d'un syndicat, leur stratégie dans leur rapport avec l'employeur pour l'influencer dans leur sens, c'est de dire, bon, on veut une augmentation à 30 $ de l'heure alors que les gens gagnent 20 pour essayer d'amener l'employeur à leur donner davantage d'argent. Mais en réalité, ça se peut que dans le fond d'eux-mêmes, ils veulent 25 $. Leur objectif réel, c'est d'avoir une augmentation à 25 $ de l'heure, mais ils vont demander 30 au cas où l'employeur ne leur donne pas 30. Et c'est sûr que l'employeur, bon, face à quelqu'un qui demande une augmentation de 30 $ de l'heure, bon, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, et les gens gagnent 20, ben, il peut dire, ben là, pour pas perdre ma main-d'œuvre, je suis prêt à donner 25. Or, le montant de 25, c'était le montant qu'en réalité, la partie adverse, dans ce cas-ci, voulait atteindre. Mais il demandait plus dans l'optique d'avoir moins. Donc, ça, c'est une autre stratégie qui consiste à demander plus pour avoir en réalité ce qu'on voulait à la base. Mais on ne l'affiche pas d'une manière explicite parce que si quelqu'un demande dans une négociation salariale 25 $ de l'heure et qu'en réalité, c'est son objectif final, puis il fait une négociation, bon, ben c'est sûr que s'il dit « moi, je veux 25 puis je baisse pas », bon, ben il n'y a pas de compromis qui peut être fait de sa part apparent. Donc, tandis que si la personne demande 30 à l'employeur dit non, je vais vous donner 22. Puis là, après ça, la personne revient à la charge en disant je voudrais avoir 27. L'employeur dit non, je vais vous donner 25. Bon, ben ça donne l'impression que la personne a cherché à faire des compromis, qui était ouverte à écouter le point de vue de l'autre et qui était ouvert à autrui. Donc, vous voyez, il y a toute une façon de négocier et c'est un art, la négociation. Puis c'est sûr que quand je regarde la gestion de crise actuellement en lien avec le gouvernement et différents groupes, ben c'est de regarder la négociation qui peut se faire. C'est sûr que le gouvernement peut dire « Ah, ben je vais reculer par rapport à l'impôt lié à l'injection pour préserver la paix sociale. » Et là, quand François Legault a sorti cette explication-là il y a quelques jours, j'ai eu le goût d'éclater de rire parce que depuis le début de la crise, il crée des tensions et alimente des divergences entre deux groupes qui ont été créés de toutes pièces ici au Québec, comme dans plusieurs sociétés, c'est-à-dire le groupe de personnes qui adhèrent au discours officiel, qui sont injectés et les non injectés. Et la ségrégation sociale, la division qui a été mise en place par le gouvernement actuel est la plus belle illustration. Donc le gouvernement dit à la population, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont dans notre sens, qui, eux autres, peuvent aller au restaurant, peuvent aller en salle d'entraînement, peuvent aller aussi s'entraîner. Avoir accès aux lieux de culte et ainsi de suite. Et il y a les autres qui doivent être tassés, qui doivent être exclus. Donc, une division sociale qui est nourrie au sein de la population sciemment par le gouvernement depuis plusieurs mois. Et là, le gouvernement dit « Ah, je vais reculer sur telle mesure, puis ça, c'est pour préserver la paix sociale, comme si tout d'un coup, le gouvernement était devenu un bon père de famille. » Donc, l'idée, c'est de jouer avec les perceptions. C'est-à-dire présenter le gouvernement comme étant une instance qui rassemble les différents Québécois pour que lorsque va venir le temps de voter dans quelques mois, c'est-à-dire au mois d'octobre 2022, les gens votent massivement pour François Legault qui, en véhiculant l'idée qu'il cherche à rassembler les Québécois et de véhiculer cette idée-là, de l'induire dans l'esprit des gens, ben, que les gens disent « Ah, ben je vais voter pour lui, c'est un gouvernement rassembleur ».
Mais c'est sûr que l'un des paradoxes, c'est quelqu'un qui divise puis qui dit qu'il est là pour rassembler. Donc, il crée deux classes de citoyens qui n'existaient pas avant l'entrée au pouvoir de la CAQ. Donc, les gens qui avaient le passeport lié à l'injection, puis ceux qui ne l'ont pas pour aller dans certains lieux publics. Il n'y avait pas de ça avant le début de la crise. Là, il met ça en place, puis il se présente comme étant celui qui va agir pour favoriser la cohésion sociale et l'unité en reculant sur l'impôt lié aux non injectés. Et à ce moment-là, il donne l'impression de faire un compromis, un peu comme quelqu'un qui dit, je vous demande 30 de l'heure, je vais reculer à 25. Donc, il recule sur cette mesure-là, mais vous avez remarqué, il n'a pas reculé sur la question du passeport. Il est question aucunement de le retirer au Québec. Et c'est sûr qu'il y a différentes raisons derrière ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la dynamique interactive. C'est-à-dire que si, par exemple, des camionneurs manifestent à Ottawa ou dans la ville de Québec parce qu'ils sont opposés aux mesures, et si ces gens-là gagnent la sympathie de l'ensemble de la population, qui est l'enjeu sur la place publique présentement, c'est de rallier la population d'un groupuscule ou l'autre par rapport à son discours. Donc, le gouvernement, son objectif, c'est que les gens adhèrent aux mesures, et les gens qui sont opposés aux mesures, leur objectif, c'est de s'organiser pour que les gens s'y opposent également. Donc, c'est d'aller chercher auprès de la population qui est indécise à l'égard de la pertinence des mesures, des parts de marché. Un groupe comme l'autre va chercher à influencer la population à cette direction pour amener les gens à adhérer à un discours plutôt qu'un autre. Et c'est ça l'enjeu principal de la crise au niveau de l'opinion publique. Et pour y arriver, toutes sortes de choses sont mises en place. Donc, la dynamique interactive, présentement, est extrêmement intéressante à étudier. En fait, avec entre autres qu'est-ce qui se passe à Ottawa là, à l'égard des manifestations qu'on court par rapport aux camionneurs. Donc, d'un côté, il y a eu Justin Trudeau qui dit qu'il y avait des drapeaux racistes, que les manifestants avaient, qui ont volé de la nourriture à des sans-abri d'Ottawa. Donc, il présente ça. Ensuite, en support à lui, il y a les membres de certains médias de masse qui vont dire que les manifestants, c'est des gens d'extrême droite, c'est des gens qui sont racistes, c'est des gens qui sont dangereux, c'est des gens qui sont complotistes, etc. Donc, on cherche à diaboliser ce groupe-là pour pas qu'il y ait la sympathie du public en général. Et en même temps, simultanément, lorsqu'on va voir des vidéos par rapport aux foules qui sont présentes aux manifestations, de ce que j'ai perçu, c'est que c'était pas un regroupement là, de gens qui avaient des drapeaux racistes. Là, non, c'est des cas extrêmement rares, des cas extrêmement isolés de ce que j'ai vu. Donc, j'ai vu à un moment donné dans une foule quelqu'un avec un drapeau confédéré américain qui est associé à du racisme, mais l'ensemble des gens avaient des drapeaux du Canada, du Québec aux manifestations. Là, c'était vraiment pas représentatif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que stratégiquement, pour que les gens de la population désapprouvent les manifestations, et que les membres du gouvernement puissent maintenir leur statu quo par rapport aux mesures, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent à diaboliser l'ensemble. Ce qui fait qu'une minorité de personnes peut avoir des propos racistes ou violents, donc qui représentent en bas de 1% de la foule, mais c'est eux autres qui vont être présentés dans les bulletins de nouvelles et qui vont être l'objet aussi des propos des commentateurs politiques là, dans les journaux ou des politiciens de manière à discréditer l'ensemble de l'événement. Et c'est sûr que par rapport aux gens qui font du trouble et qui permettent de justifier les propos des gouvernants pour que les gens continuent à adhérer aux mesures, puis à leur discours, puis à leur faire confiance, pour continuer à avoir une adhésion de la population, c'est sûr que les membres du gouvernement ou des médias peuvent mettre en place différentes stratégies, comme par exemple embaucher des agents perturbateurs de foule pour amener que des manifestations dégénèrent.
ou des gens avec des drapeaux racistes ou des propos racistes et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que je ne serais pas surpris d'apprendre un jour que des gens qui sont des propriétaires de chaînes médiatiques ou des autorités gouvernementales ont embauché des gens pour semer le trouble lors de manifestations, pour confirmer leur point de vue. Il y a la désapprobation de ces mouvements-là. Donc, ça, j'en serais pas surpris. Parce que ce qu'il faut réaliser au niveau des rapports d'influence et des stratégies de manipulation, c'est qu'il y en a plusieurs qui existent, qui vont dans toutes sortes de directions. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à un moment donné, on cherche à discréditer des manifestants. Ces gens-là volent de la nourriture aux itinérants. Puis là, simultanément, il y a d'autres manifestants qui... d'autres. On ne sait même pas si on volé, là, j'ai pas vu des preuves, mais il y a des manifestants qui donnaient de la nourriture à d'autres manifestants, donc qui faisaient preuve de générosité. Ou à un moment donné, la statue de Terry Fox à Ottawa a été, dans le fond, endommagée par des personnes, a été salie, puis il y en a d'autres qui l'ont nettoyée, des manifestants. Fait que là, il y a comme deux côtés de la médaille, mais qui ne sont pas présentés par les médias de masse naturellement. C'est de réaliser au niveau stratégique que les médias de masse n'ont aucun intérêt à, dans le fond, aller à l'encontre du discours officiel parce que la minute qu'ils font ça et que la crise sanitaire prend fin, à ce moment-là, ils se font couper le robinet de la ralimentation financière des instances gouvernementales. Donc, depuis le début de la crise au Québec, les médias qui, avant cette dernière, dans plusieurs cas, étaient avec des problèmes financiers extrêmement importants. Donc, entre autres, en ce qui concerne la presse écrite, qui allait mal, là, dans le sens qu'au fil des ans, les gens lisent moins les journaux, vont plus voir les nouvelles sur Internet. Et moi-même, quand je regarde mon mode de consommation, tant que j'étais plus jeune et je vivais chez ma mère, je lisais le journal chez elle. Parce qu'elle l'achetait. Mais moi, une fois que je suis parti en appartement, j'ai pas continué à lire le journal. Je regarde les articles sur Internet, puis j'aime pas l'idée d'acheter un journal papier parce que je trouve que ça fait de la pollution inutile par la suite. Donc, je nourris pas la presse écrite. Et les plus jeunes qui grandissent avec Internet et qui s'alimentent en nouvelles avec Internet plutôt que la presse papier, c'est sûr que ça va à l'encontre de ça. Et c'est sûr que s'ils perdent des abonnés, parce que les gens vieillissent, les gens qui ont grandi avec la presse écrite décèdent, mais qui ne sont pas remplacés par une autre génération qui consomme de la presse écrite, à ce moment-là, c'est un déclin progressif qui s'opère. Et c'est sûr qu'il y avait une crise dans les médias avant la crise du coronavirus où plusieurs médias cherchaient à revoir leur modèle d'affaires. Bon, en faisant le passage de la presse purement écrite à un mode hybride entre presse écrite, presse Internet ou juste presse Internet, ou diffusion web, en fait, d'articles. Mais il y avait toutes sortes d'enjeux parce que le Québec, c'est un petit marché. Mais le point de ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que les médias, avec leur instinct de survie, savent très bien que le jour où ils ne seront plus financés à la hauteur de plusieurs millions de dollars par mois, pour faire des annonces gouvernementales comme des publicités en relative à la crise, il y aura beaucoup de pertes d'emploi. Donc, c'est sûr que le journaliste d'un média de masse qui se fait dire par son directeur que, regarde, si tu tiens des propos à l'encontre du narratif, à ce moment-là, ça se peut que si le narratif tombe, notre financement va tomber aussi. Donc, par effet domino, ce qui va faire en sorte que ça va être toi ou tes collègues qui vont perdre leur travail. Et comme la personne ne veut pas perdre son travail, elle va dire « Oui, il y a une crise », puis elle va nourrir le narratif parce que dans son instinct de survie, c'est que si elle perd son travail, elle n'aura plus cet argent-là. Il va falloir qu'elle fasse autre chose. Et là, c'est sûr que si les médias de masse ne sont plus subventionnés à la hauteur de plusieurs millions de dollars par mois au Québec, ça représente quand même de nombreuses pertes d'emploi.
Et comme ces gens-là n'ont pas intérêt à perdre leur emploi parce que, bon, ils ont des hypothèques à payer sur des maisons, ils ont de la nourriture à acheter, hein, le coût de l'alimentation augmente, ils ont des enfants à payer les études, et ainsi de suite, donc différentes dépenses. Ça fait en sorte que ces gens-là sont en situation que s'ils nourrissent pas le narratif, ben c'est leur mode de vie qui risque de se dégrader. C'est des enjeux de survie qui sont derrière ça. Et c'est sûr que, à mon avis, ce qui va arriver, c'est que les médias vont chercher à faire durer le plus longtemps possible le discours officiel et que le gouvernement continue avec les mesures d'urgence qui justifient leur financement massif. Parce que c'est ça qui leur permet de vivre, puis, dans le fond, être capable de fonctionner. Leur survie en termes d'entreprise de diffusion en dépend. Et c'est pour ça qu'ils ont tout intérêt d'aller dans le sens du discours officiel, parce que s'ils s'y opposent, puis le gouvernement coupe du financement, on l'a vu au Québec avec la station de radio Choix Radio X, 98,1 FM, il y a quelques mois. Bon, ben, il y avait des propos qui étaient divergents au discours officiel, et la Ville de Québec a menacé d'enlever les publicités au sein de cette station de radio, ce qui représente quand même des bons revenus pour l'ensemble des employés de l'entreprise médiatique. Donc, en étudiant les rapports de force entre le gouvernement et les médias, et comme les médias ne sont pas en position de force par rapport au gouvernement, ils étaient dans plusieurs cas sur le bord de la faillite ou avec des problèmes financiers importants avant le début de la crise. Bon, ben la crise fait en sorte que c'est une opportunité pour elle, en recevant beaucoup d'argent, en diffusant des publicités gouvernementales, de se maintenir. Donc, d'avoir une certaine viabilité, ça leur permet de survivre. Donc, est-ce qu'ils ont intérêt à présenter des discours alternatifs? La réponse, c'est non, en particulier au Québec. Et qu'est-ce qui pourrait permettre à des gens des médias d'avoir des discours alternatifs? Bien, c'est qu'ils soient financés de manière indépendante. Et là, on a vu l'émergence de médias alternatifs au Québec, en particulier pendant la crise actuelle liée au virus. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui se financent en recueillant les contributions financières des gens. Donc, ça a amené l'impact du fait que les médias officiels ont nourri et amplifié les propos du gouvernement sans les remettre en question, a eu pour effet particulier d'amener l'émergence de médias de masse plus nombreux et plus forts qu'avant. Donc, avant la crise, je ne m'intéressais pas vraiment aux médias alternatifs autant qu'aujourd'hui. Je m'y intéressais un peu, pour être honnête avec vous, mais pas autant. Et quand que je regarde le temps que je passe à consommer des informations de vidéos web des médias alternatifs, il a grandement augmenté depuis le début de la crise. Parce que depuis le début, ben, on voit que les médias officiels, c'est tout simplement une courroie de relais, un peu comme des relationnistes des discours des membres du gouvernement. Et il n'y a pas de débat. Donc, il y a eu des gens qui ont eu l'idée de mettre en place comme stratégie de faire signer des pétitions pour qu'il y ait des débats entre différents scientifiques, entre autres sur les ondes de Radio-Canada, qui est la chaîne d'État ici. Et elle a toujours refusé qu'il y ait des débats entre différents scientifiques par rapport à l'injection. Donc, différentes mesures aussi mises en place en lien avec la crise. Non, c'est pas possible présentement. Et en faisant ça, ben, les gens qui se sentent lésés par les médias de masse, désinformés par eux, ben, ça les confirme. S'il n'y a pas de débat possible, ben, les gens vont dire, ben, ils présentent juste un point de vue, donc à quelque part, c'est une courroie de relais là, des propos du gouvernement, c'est juste ce point de vue qui est présenté. Donc, ce qui amène une perte de crédibilité aux yeux de certains des médias de masse. Et ces gens-là, insatisfaits, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont se tourner vers les médias alternatifs. Et les alternatifs, à ce moment-là, vont connaître une croissance. Et ça fait perdre des parts de marché aux médias de masse. Et ce qui fait en sorte que c'est un petit peu un cercle vicieux, parce que s'il y a moins de personnes qui achètent les journaux ou qui s'abonnent sur des sites web de nouvelles de médias de masse, ben ces gens-là,
s'ils ont moins d'argent des particuliers, ben, ils en ont besoin de plus du gouvernement. Donc, à ce moment-là, ça fait en sorte que ces gens-là ne peuvent pas, à quelque part, renoncer au financement du gouvernement pour essayer de récupérer l'auditoire en présentant des débats d'idées ou des opinions plus nuancées ou différentes perspectives. Parce que s'ils présentent différentes perspectives, ils peuvent perdre le financement du gouvernement. Et là, c'est là que ça devient un cercle vicieux, puis là, ça devient intéressant encore plus d'étudier la game en bon québécois, c'est-à-dire la joute interactive entre les différentes instances qui cherchent toutes et toutes à tirer leur épingle du jeu. Le propriétaire de médias officiels cherche à tirer son épingle du jeu, le gouvernement aussi, puis celui aussi qui s'occupe des médias alternatifs. Et là, qu'est-ce que fait celui qui possède le média officiel? Va chercher à diaboliser les gens qui parlent dans les médias alternatifs en les traitant de radicaux, de complotistes, de gens qui sont dangereux, etc., qui vont menacer la paix sociale. Puis, en même temps, ce qui arrive, c'est qu'en cherchant à les diaboliser autant, puis en mettant beaucoup, ben c'est sûr qu'il y a un décalage qui se crée aussi entre ce que la personne voit puis qu'est-ce qui se passe réellement, dans le sens que si on en fait comme quelqu'un qui veut en faire trop par rapport à quelque chose, c'est comme s'il va discréditer. Donc, c'est sûr que si on regarde Justin Trudeau ou les médias officiels qui vont discréditer les camionneurs et les manifestants à Ottawa qui s'opposent aux mesures en les présentant comme dangereux, des gens d'extrême droite, des criminels potentiels, puis on voit des gens qui chantent puis qui dansent avec de la musique puis des pancartes puis qui n'ont pas l'air violents, ben là, c'est sûr que le décalage entre les deux réalités amène ces médias eux-mêmes à se discréditer en exagérant la menace d'une manière disproportionnée dans les représentations qu'ils vont véhiculer, les perceptions qu'ils vont véhiculer. Donc, en voulant en faire trop, en voulant en faire beaucoup pour discréditer, ben c'est implicitement l'effet paradoxal qui se produit, puis c'est eux-mêmes qui discréditent. Et surtout pour les gens qui se sont présentés aux manifestations. Tu sais, si les gens se présentent sur place à des manifestations, puis ils voient que les autres sont pas violents, ou qui n'ont pas en général des propos racistes, puis sont décrits comme ça, ben là, faut se poser des questions sur la nature des médias, et là, les médias perdent en crédibilité. Et c'est sûr que ce qui est particulier, que je vois de plus en plus, puis ça, même dans les médias de masse, c'est qu'il y a des gens qui sont interviewés dans les médias de masse qui vont les traiter de menteurs. Et il y a des gens qui vont être plutôt hostiles aux journalistes qui se présentent sur les lieux de manifestation en se faisant dire qu'ils sont pas les bienvenus. Et là, les journalistes vont utiliser ça en disant « Regardez, là, c'est des gens qui sont agressifs, qui sont dangereux, les manifestants. » Fait que là, tout ça, les médias cherchent à récupérer cette opposition qui vient des manifestants pour se retourner contre eux puis justifier le fait que ces gens-là sont mauvais. Mais ce que les journalistes ne disent pas, c'est que ça fait près de 2 ans qu'ils cherchent à les discréditer. Fait que c'est sûr que la personne qui n'adhère pas à leur discours et qui va les voir sur la rue, alors que depuis le début, il y a un manque de courtoisie des journalistes qui vont traiter des noms, qui vont insulter, injurier, culpabiliser tous les gens qui n'adhèrent pas au discours officiel. Donc, ça fait que à peu près 2 ans qu'une personne se fait régulièrement insulter par eux. C'est sûr que cette personne-là, quand elle va rencontrer le journaliste en personne, ça se peut qu'elle soit peut-être pas tendre avec lui. Donc, ça fait partie des effets. Et peut-être que c'est un effet voulu. Moi, j'ai l'impression que je regardais le bulletin de nouvelles TVA où ils vont prendre un manifestant qui est extrêmement agressif là, par rapport aux journalistes. Puis là, ils présentent ça pour essayer de dire, regardez, là, ils sont tous de même, là, pour essayer de généraliser. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que ça se peut que ce soit le journaliste par ses propos que nous au préalable avant que la caméra tourne ou qu'est-ce qu'il a fait dans le passé qui amène dans la dynamique interactive le manifestant à être particulièrement agressif par rapport à lui. Donc, des journalistes sont agressifs par rapport aux gens qui pensent pas comme eux puis se sentent justifiés parce qu'eux autres se croient comme étant les bons puis
tout ce qui ne va pas dans leur sens, c'est mauvais. Donc, une perspective moralisatrice. Par la suite, l'autre ne va pas dans le sens. Puis là, ça confirme en effet qu'il est mauvais parce qu'il est agressif. Donc, ça renforce, ça rigidifie sa construction, sa représentation mentale pour justifier encore plus des propos pour accuser l'autre de ne pas être correct. Donc, ça amène l'escalade. Et puis, ce que la personne se fait continuellement accuser, culpabiliser, parce qu'elle n'adhère pas au discours officiel, ben ça se peut qu'elle ait un ras-le-bol puis se rébelle contre celui qui cherche à l'amener à se soumettre à ce dernier. Et donc l'escalade peut monter, puis la tension. Mais là, ce qui est particulier, c'est que là, ce que je suis en train de voir, c'est que les journalistes des grands médias perdent leur crédibilité et leur légitimité au sein de la population qui manifeste. Dans le passé, il y a eu des manifestations au Québec. Bon, les journalistes étaient un petit peu critiqués, mais là, j'ai l'impression que de plus en plus systématiquement, les manifestants s'opposent aux journalistes. Donc, la dynamique interactive est en train de se produire avec une tension grandissante entre les deux groupes, de ce que je perçois. Et c'est sûr que c'est intéressant à regarder les rapports de force, les rapports de pouvoir qui ont cours entre les deux groupes. Depuis le début de la crise, j'en fais l'étude et ce n'est pas fini. Puis il y a toutes sortes de rebondissements qui ont cours. Ce qu'il faut réaliser, c'est que chaque interaction qu'a un être humain avec un autre peut amener d'autres interactions. Donc, des fois, les gens vont chercher à manipuler une personne pour l'amener dans un sens. Des fois, ça fonctionne, mais des fois, ça a l'effet contraire. Et c'est sûr que si, par exemple, le gouvernement cherche à mettre beaucoup de mesures, bon, ça peut faire plaisir une partie de l'électorat, mais ça peut avoir un effet pervers pour un autre parti, puis amener aussi le gouvernement à baisser dans les sondages. Donc, apparemment, lorsque le gouvernement du Québec a imposé le confinement de nouveau, donc au début du mois de janvier 2022, bon, ben, il y aurait eu, selon des résultats de sondage, une baisse de ce dernier. En fait, je dis confinement, mais c'est le couvre-feu. Donc, le couvre-feu qui a été annoncé là, pour le jour de l'an ici au Québec. En fait, c'était le 30 décembre. Puis, bon, les jours qui suivent, il n'y a pas de fête de jour de l'an. Puis, les gens, restez chez vous, c'est le couvre-feu. Bon, ben ça a créé beaucoup de contrariétés au sein de la population. Alors qu'au début de la crise, à chaque fois que le gouvernement mettait des mesures, était vu comme étant un bon père de famille, était vu comme étant le sauveur, quelqu'un qui se souciait de la santé des Québécois, ainsi de suite. Et donc, là, c'est ça qui est intéressant de regarder, c'est la dynamique interactive. Donc, au moment donné, d'adopter comme stratégie avec le gradualisme, tu mets une mesure, ça peut inspirer un lien de confiance entre la population et le gouvernement, en disant que le gouvernement, c'est un bon père de famille, il veille à ce que tout le monde dans la société soit en sécurité avec différentes mesures de contrôle. Donc, c'est vu et interprété ces différentes mesures qui s'additionnent comme étant de la bienveillance d'un citoyen, du gouvernement envers le citoyen. Mais là, s'il y a beaucoup de mesures, puis là, les gens, il y a une fatigue liée à composer avec les mesures, bon, ben, les mesures vont amener de la colère, de l'irritabilité au sein de la population, puis voire même des manifestants qui vont être de plus en plus présents, là, que ce soit à Ottawa ou ailleurs. Donc, et ça peut servir à consolider la volonté de certains manifestants à manifester davantage aussi. Certains vont voir là, à travers l'addition des mesures, une forme d'exagération. Donc, tout ça, c'est une question de point de vue. Puis, le gouvernement va chercher à influencer les gens, la population en général, les manifestants. Les manifestants vont essayer d'influencer la population puis le gouvernement. Puis, il y a un rapport de force qui est au cours par rapport aux gens qui sont favorables et opposés aux mesures depuis le début de la crise. Et il continue. Et c'est ça qu'on peut observer jour après jour. Puis là, ils mettent en place certaines stratégies, puis là, ils regardent si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Dans le sens qu'il y a des stratégies qui ont fonctionné pour avoir certains résultats voulus.
Là, ce que les gens du gouvernement cherchent à faire, c'est d'amener naturellement les camionneurs à quitter Ottawa. Donc, pour y arriver, ils font différentes choses. Bon, les discréditer aux yeux de la population en général, les présenter comme étant violents, etc. Ensuite, les médias de masse, ce qu'ils cherchent à faire, c'est que si c'est discrédité auprès de la population en général, ça fonctionne plus ou moins, ben, ils vont chercher, prendre le cas de citoyens de la ville qui sont incommodés par les bruits de klaxons, leur présence. Donc, jouer cette carte-là pour légitimer le fait qu'ils doivent quitter l'endroit. Et ainsi de suite. Donc, il y a différentes stratégies. Puis, c'est particulier l'époque qu'on vit, puis c'est propice à l'analyse psychosociale. C'est sûr que je l'ai abordé aujourd'hui au niveau vraiment interaction par rapport à la crise sanitaire, mais on peut faire des études à d'autres niveaux, dans le sens que quelqu'un qui veut être en relation amoureuse avec une autre et avoir des enfants, l'autre veut pas avoir des enfants. Fait que là, il y en a un qui cherche à influencer le partenaire pour qu'il y ait des enfants, l'autre va dire non, faut pas avoir d'enfants, et ainsi de suite. Donc, il peut y avoir une dynamique interactive à ce niveau-là. Ça peut être la relation entre un employé et son employeur aussi. L'employé veut une promotion, l'employeur veut pas y en donner. Bon, ben, l'employé peut mettre en place différentes stratégies dans l'optique de l'obtenir. Et simultanément, l'employeur peut mettre en place différentes stratégies pour lui permettre de justifier de pas donner à l'employé l'augmentation voulue. Un peu comme la dynamique entre le syndicat et l'employeur, le rapport de force qui peut s'établir. Donc, il y a différents niveaux de rapports de force qui peuvent exister en société, puis la mesure qu'il y a des êtres humains avec des intérêts divergents, ben, il y a implicitement ou explicitement des rapports de force qui se présentent. Et l'intelligence, ben, c'est d'être capable de regarder les stratégies qui sont mises en place, celles qui ont fonctionné dans le passé. On peut en faire l'étude, voir parmi elles c'est quelles qu'on peut utiliser pour résoudre un problème d'interaction auquel on est confronté et amener des solutions qui sont constructives, qui vont nous permettre de tirer notre épingle du jeu. Donc, on peut faire référence au passé, utiliser le mémorial de qu'est-ce qui existe, mais on peut aussi faire preuve de créativité, d'imagination pour mettre en place des stratégies inusitées par rapport à des problèmes qui sont également inusités auxquels on peut être confronté là, naturellement. Donc, c'est sur ces considérations que je vais vous guider et je vous remercie de votre écoute de cette capsule audio et je vous dis à bientôt. Au revoir.